Bonjour, chers participants. Mon nom est Benoît Cormier, président de GLM Conseil, aussi chef d'expertise pour la communauté ONIT. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir deux invités qui vont nous parler de cybersécurité, qui est une attaque à multi-impact. On a comme invité, que je vais vous présenter à l'instant, on a Patrick Chouinard, qui est le président du groupe Kéréon, une entreprise qui est spécialisée dans la cybersécurité. Puis on a aussi notre collègue Mathieu Séguin, qui est vice-président chez Laro Courtier Assurance. Euh, Au courant du webinaire, soyez conscients que nous ne sommes pas des avocats. C'est important de le mentionner. Si jamais il y a des questions dans la salle aussi, on va prendre le temps d'y répondre suite au webinaire via des capsules ou via des appels directement avec les gens. Il y a beaucoup de matériel qu'on peut présenter. On va essayer de laisser ça dans un contexte de vulgarisation. On a aussi des invités externes qui ont préparé des capsules qu'on va pouvoir vous présenter au courant du webinaire. La première question que j'aimerais poser à nos invités aujourd'hui, c'est, pensez-vous que le risque de cyber est le principal risque pour les entreprises? Merci Benoît. C'est une bonne première question pour briser la glace. Selon plusieurs sources, puis on peut penser à le Allianz Risk Barometer. Allianz, c'est quoi? C'est une grosse compagnie d'assurance qui fait une enquête annuelle auprès de 2700 experts en gestion de risque à travers le monde. Donc, c'est présent dans 102 pays, 22 industries différentes, et il évalue les risques d'affaires. Puis quand on parle de risque d'affaires, le cyber, en 2020, 2021 et 2022, est le premier risque en soi. Aussi, souvent, quand on regarde au niveau du risque d'affaires, avant, en 2019-2018, il était en deuxième, puis dans les dernières années, il est vraiment rendu au niveau du premier rang. Puis si on regarde aussi, souvent souvent les PME se sentent pas nécessairement ciblés à travers tout ça. Et il y a eu une étude qui a été faite par Fundera aux États-Unis en 2020. 43% des cyber-événements étaient directement envers les PME. Donc, ceci dit, il y a un enjeu de plus en plus important, puis le risque y est présent. Par contre, si on regarde au niveau de l'assurance dans notre bureau de courtage, si on regarde chez nous, c'est encore des enjeux traditionnels de perte au niveau des biens et de la responsabilité qu'on voit plus fréquemment. Tout à fait. Puis en fait, on le voit nous aussi de notre côté, en cybersécurité en général, d'un point de vue infrastructure, puis tout ça. Les PME sont de plus en plus attaquées, puis sont souvent beaucoup plus la cible aujourd'hui que les très, très grandes entreprises, même si les grandes entreprises sont des bonnes cibles qui sont regardées en tant que telles. Mais les PME, parce qu'ils sont simplement plus faciles à attaquer. Donc, ils ont moins d'infrastructures, moins de cybersécurité. Donc, ça permet de les attaquer plus facilement et de leur soutirer de l'argent plus facilement. Puis ce qui est intéressant, on a pris le temps la semaine dernière de rencontrer Louis Veilleux, qui est quand même connu là, au Québec là, pour le groupe mondial, en fait, qui est président. Il va nous partager une courte histoire. On se revoit après. Bon visionnement. Hey, Chance, oui, vous autres, vous avez été victime, ou on pourrait dire, vous avez eu l'opportunité, comme tu as dit, d'avoir une attaque dans ton écosystème. Je te lance la balle, on est curieux de t'entendre. Ben, quand je dis une opportunité, oui, c'est effectivement un peu à la blague, mais on en a tiré l'opportunité. L'attaque qu'on a eue, euh, on a eu une mini-attaque au début, euh, avant, quelques mois avant, où on s'est gonflé le torse, puis on s'est senti bien, bien bon. Nos systèmes avaient été audités par deux firmes externes, disaient qu'on était bien protégés, puis on a eu une petite attaque qu'on a repoussée. Écoute, c'était le début d'une grande attaque probablement qui nous a fait croire que on avait gagné. Probablement les hackers ont lu l'art de la guerre pour être capable de nous rattaquer. Et par la suite, on a eu une attaque majeure sur 3 sites en même temps puis qui nous a arrêté quand on a arrêté cette attaque-là, tout était arrêté, on a tout perdu. Heureusement, on n'a pas eu de fuite de données, il n'y a pas eu de fuite d'attaque vers nos clients non plus, là. Mais on l'a eu sa gueule. L'a eu sa gueule, la directrice responsable, l'associée responsable de l'informatique est en vacances. Moi aussi, j'étais en trekking. Et puis, la boutade, c'est de dire l'opportunité. Mon équipe m'appelle,
ça va pas bien. Tout est arrêté, puis on est dans le jus. Il faut faire des semaines de 135 pour être capable de suffire à la demande. Et tout d'un coup, il n'y a plus rien qui marche. Euh, j'ai dit à un de mes associés principaux, vice-président opération, je dis, écoute, il faut que tu trouves l'opportunité là-dedans. Là. Il ne m'a pas tout à fait répondu positivement. Puis, par la suite, l'opportunité là-dedans, c'est comment l'équipe s'est bien refermée, comment nos assurances ont bien fonctionné. Parce que le fait d'être assuré nous a aidé d'avoir une expertise qui a tout calmé le jeu. Parce que si on n'avait pas eu cette expertise-là autour de nous, les firmes avec qui on faisait affaire étaient déjà de passé. Les assurances ont fait un job extraordinaire. Fait qu'on a été bénis, en fait, de s'assurer et on était assuré que depuis quelques mois seulement. On se posait souvent la question, puis, tu sais, en fait, ce qui manque, puis ce qui est trippant, ce que vous faites, Benoît, là, présentement, vous parlez de ça. C'est comme si vous faisiez une conférence sur la gonorrhée. En fait, il n'y a pas ben de monde qui se vante, qui en parle, qui l'ont eu, mais notre maudite gang qui l'ont eu. Puis les attaques informatiques, ben c'est ça. En fait, je voulais remercier Louis Veilleux d'avoir participé comme pour partager son expérience aussi, puis de montrer qu'on essaie toujours de trouver une opportunité malgré ce type de désastre-là. Moi, je serais curieux, tu sais, là, Louis a parlé vraiment d'en amont de comment ça s'est passé pour son entreprise, pour lui, puis pour la réalité, le risque que ça a causé, puis même les enjeux, hein, parce que les risques se sont manifestés. J'aimerais ça vous entendre, c'est quoi la moyenne des rançons à payer qu'on voit dans le marché? Parce qu'on s'entend, hein, des fois, les hackers essaient de retirer des fonds. Oui, merci Benoît, je vais y aller. Au niveau du ransomware ou le rançon logiciel, qu'on appelle, c'est la première cause de réclamation cyber. Donc, ceux qui ont des polices d'assurance, on parle de 41% des réclamations commencent justement par le ransomware. Là-dessus, 54%, le vecteur d'attaque, c'est le courriel, le phishing qu'on appelle l'hameçonnage. Et il y a des études qui ont été faites par coalition aux États-Unis entre la fin 2019 et la mi-2021. Le coût moyen des rançons a passé de 450 000 à 1,2 million. Et là, on parle d'une augmentation de 170 %. Mais il faut faire attention, quand on parle de rançon, il y a la différence entre le montant qui est demandé et le montant qui pourrait être payable aussi. Puis, le volet rançon, c'est juste la goutte d'une certaine, pas la goutte, mais c'est une partie du risque. Parce qu'au bout de la ligne, quand on sait que la durée moyenne d'une rançon, quand le système ne fonctionne pas, c'est 21 jours, ben, il y a de la perte de revenus qui est associée à ça. Il y a des frais de notification. Il y a tous les spécialistes qui doivent être là aussi en même temps. C'est énorme aussi comme frais à travers tout ça. Je ne sais pas, Patrick, toi, dans les cas que tu as vus, dans les cas que tu as assistés, ça ressemble à quoi à peu près? Ben, en fait, ça ressemble pas mal aux statistiques que tu me dis là. C'est pas mal ce qu'on voit en général dans le marché. Les rançons sont beaucoup à la hausse. Par contre, c'est pas le coût nécessairement le plus élevé. Puis il faut comprendre que la rançon, souvent qui est demandée ou qui était demandée jusqu'à peut-être il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était simplement pour récupérer les données. Aujourd'hui, donc, les attaquants font en sorte qu'ils ne demandent pas juste une rançon pour les données qui ont chiffré, mais ils vont en profiter aussi pour extraire les données de votre environnement, puis ils vont vous demander une deuxième ou une troisième rançon pour ne pas publier ces données-là ou pour ne pas les diffuser à vos concurrents, etc. Donc aujourd'hui, les coûts sont relativement élevés. Dans la plupart des entreprises que moi j'ai eu à aider au cours des 2 ou 3 dernières années, je vous dirais que la moyenne, c'est probablement entre 3 et 5 du chiffre d'affaires que ça leur coûte pour le downtime, puis le paiement de la rançon ou non-paiement et les négociations, etc. Puis, je me pose la question, là, pensez-vous que les gens sont conscients? Tu sais, on se promène beaucoup en entreprise. Là, puis qu'est-ce qu'on devrait faire ou qu'est-ce qu'on doit faire pour les conscientiser? Tu sais? Je pense on voit au niveau de l'actualité, il y a beaucoup d'actes dans les journaux, que ce soit Desjardins, Equifax, là, il y a BRP récemment, le groupe Marriott un peu plus tôt. Les gens sont quand même de plus en plus conscients qu'il y a une certaine menace. Par contre, on pense souvent que ça ne va pas nous toucher. On pense que ça va juste toucher les gros joueurs. Puis comme on l'a dit un peu plus tôt dans le webinaire, mais il y a quand même 43% des attaques cyber qui sont ciblées
directement envers les PME. Puis ce qu'on entend dans les journaux, l'OSBL, que son système a été hors fonction, piraté, qui était à Ottawa en 2018, où la rançon a été de 25 000 qui a été exigée, ça, on ne l'entend pas, puis on ne le voit pas. Donc, c'est vraiment les gros titres dans les journaux, ce qu'on entend, c'est vraiment des joueurs importants et des joueurs majeurs. Donc, ce que je pense qui est important, oui, les gens sont conscients, les technologies sont là pour rester. Il va y avoir de plus en plus d'attaques au niveau. Donc, à partir de ce moment-là, c'est de vraiment comprendre et connaître c'est quoi nos exposés, c'est quoi les risques. Une police d'assurance cyber, qu'est-ce que ça couvre, justement? C'est quoi les garanties? C'est quoi les frais? C'est quoi la perte de revenus qui est associée à ça? Donc, plus que les gens sont sensibilisés par rapport à ça, alors plus qu'ils vont être en mesure d'évaluer les risques et de voir le risque aussi. Puis, peut-être pour ajouter, puis je ne veux pas devancer les excusez le micro. Je ne veux pas devancer, là, mais à travers la discussion avec Louis Veilleux aussi, qui était le propriétaire de Mondial tantôt, il a fallu couper quand même pour le montage, mais il me disait que ça avait pris plus d'1 an être capable de s'assurer, ce qui est assez impressionnant. Puis d'un autre côté, il y a beaucoup de discussions aussi par rapport à ce qu'on entend dire, ce qu'on sait, mais ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on devrait savoir, on s'entend. Mais c'est quoi les légendes urbaines qu'on entend dans le marché présentement qui sont les plus... qui reviennent toujours, puis que vous entendez autant du côté Patrick que du côté Mathieu, là, que c'est pas aberration, là, mais c'est de la mauvaise éducation, finalement. Ben, tout à fait. En fait, je pense que dans les légendes, puis on en a parlé hors onde avant, entre autres, les gens qui disent on est dans le cloud, il ne peut rien nous arriver. Puis je pense que d'un point de vue assurance, vous le voyez ça aussi. Ça, effectivement. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit. On est dans le cloud, on fait affaire avec un fournisseur externe, on a des backups. Au niveau de mon site Internet, je ne prends pas les coordonnées de paiement de mes clients. Tout est passé par accéder. Donc, il y a plusieurs choses qu'on voit, mais au bout de la ligne, vous êtes quand même responsable des données d'une certaine façon, puis de l'information. Puis, vous avez des comptes à rendre aussi envers votre clientèle. Exact. Puis, être responsable des données, c'est vrai, c'est important. Vous avez des choses à livrer, donc vous avez des produits à livrer, des services à livrer aussi à des clients, etc. Puis pour ça, vous avez besoin de votre infrastructure. Donc, que l'infrastructure soit dans le cloud, c'est bien, mais ça ne protège pas nécessairement de base les données. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour protéger les données, il faut mettre en place des contrôles qui sont plus ou moins standards, dépendamment des fournisseurs, qui peuvent être inclus dans le forfait du fournisseur de cloud, mais qui ne sont pas nécessairement déjà pré-programmés ou qui ne sont pas déjà pré-setés. Donc, il faut le faire, il faut prendre le temps de mettre les contrôles en place, de s'assurer qu'ils fonctionnent, puis de faire des tests. Tu parlais des backups tantôt, c'est la même chose. Si les backups, on dit qu'on en prend, puis qu'on ne les teste jamais, ça ne donne absolument rien. Puis, on parle puis je reviens à Lou, puis je reviens à ce que vous dites, parce que c'est super pertinent. Souvent, je l'entends, là, puis nous, on est beaucoup en tout ce qui est processus, mise en place d'une architecture technologique. Puis, oui, on parle de l'infra, mais en réalité, souvent, les gens, ils pensent réellement, le cloud, ça m'a fait rire parce qu'on entend ça, je vais m'en aller sur le cloud, j'aurais pas besoin de le gérer, puis tout va être sécuritaire, mais en réalité, c'est aussi dangereux ce que j'entends. Sinon plus. Parce que si on pense à ça, étant sur le cloud, donc tout est ouvert, c'est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tandis que d'avoir une infrastructure privée, pour pouvoir y accéder, il faut passer par un VPN ou il faut passer par la sécurité physique. Dans le cas du cloud, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça veut dire que si je me mets dans la peau, puis là, on va arrêter de parler de Louis Veilleux, là, je pense qu'il a déjà assez contribué, je me mets dans n'importe quel entrepreneur du Québec, puis je veux me protéger. Je veux m'assurer, je veux me positionner avec, je veux avoir un système de prévention. C'est quoi les meilleurs moyens qu'on pourrait donner aux entrepreneurs pour se protéger, là, surtout pour son entreprise? On ne parle pas juste individuellement. En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être faites, puis on pourrait parler d'un point de vue assurance. Je vais te laisser en parler. Ouais, au niveau assurance, ce qui est important, puis ce que je suggère également à tous les clients qu'on rencontre, il y a une proposition cyber qu'on complète. Et là-dessus, c'est comme un checklist de 5 à 8 pages des différents systèmes en place ou différentes procédures à mettre en place que les assureurs regardent. Oui, c'est un certain travail qui est à faire, mais au bout de la ligne, si on est capable de voir un peu qu'est-ce qui est exigé, qu'est-ce qui est demandé, puis en même temps, demander un audit d'une firme externe pour tester justement la sécurité de notre réseau. Donc, ça, c'est ce que je suggère pour le volet sécurité. Tout à fait. Puis quand on regarde, encore une fois, d'un point de vue cyberassurance, nous, les contrôles qu'on devrait mettre en place ou qui sont souvent exigés, c'est souvent les mêmes.
Donc, le premier, c'est de s'assurer qu'on a des backups, ce qu'on appelle des backups immuables. Pas seulement des backups, mais des backups donc on prend de façon constante, puis qui ne sont pas modifiables pendant une certaine période de temps, donc pendant 30 jours, 45 jours, etc. Pourquoi? Pour éviter qu'en cas de ransomware, quelqu'un aille chiffrer les backups aussi, puis qu'on ne puisse même pas récupérer l'information. Deuxièmement, les systèmes EDR, donc les Endpoint Detection and Response, qui sont à déployer sur tous les postes de travail, les serveurs, etc., qui sont en fait des nouvelles générations d'antivirus, pour ceux qui ne connaissent pas ça. Le troisième point, c'est le MFA, donc le Multi-Factor Authentication ou l'authentification multifacteur. Donc, d'avoir un code sur un device qui est à part d'un mot de passe qu'on connaît. Puis ça, je pense que tu voulais en parler un petit peu. Là. Tout à fait. Le Multi-Factor Authentification, c'est des choses qui sont exigées par les assureurs depuis déjà ça fait au moins 2 ans, qui insistent également là-dessus. Et si jamais on n'a pas ça, il faut faire attention au niveau des contrats et des polices d'assurance. Il y a des engagements aussi qui s'appliquent, puis ça se peut aussi que la couverture soit niée. Donc, il y a énormément d'assureurs qui offrent des protections, puis il y a des garanties qui sont quand même spécifiques. Il y a des engagements aussi que vous devez suivre par rapport à tout ça. Donc, c'est quand même un point majeur. Moi, j'ai une question. Tu sais, un courtier d'assurance comme vous, là, l'objectif, c'est de transférer le risque. C'est ce que je comprends. Ouais. Puis, c'est quoi ça veut dire dans un contexte de cybersécurité de transférer le risque? Ouais, c'est une bonne question, Benoît. Puis avant de parler justement de garantie ou d'indemnité, une des choses qui est extrêmement importante, que ça soit en bien, en responsabilité civile, puis encore plus en cybersécurité, parce qu'il y a quand même des subtilités. C'est facile de dire, ben, quand tu as un véhicule qui est volé, ça vaut 25 000, il faut que je le remplace. Ben, c'est facile à comprendre et à visualiser. Mais quand tu as une réclamation, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui t'appelle et qui dit, bon, ben regarde, je m'en occupe. Puis quand tu as une police en place, ben, tu as accès, un assuré a accès à une gamme d'experts. Tu as des experts en gestion de crise, tu as des experts au niveau de l'informatique, tu as tout le risque réputationnel, tu as tous les frais de notification. Tu as réellement des experts qui vont être là pour gérer la situation puis te permettre justement en tant qu'entreprise de poursuivre et de pas nécessairement sombrer. Là. Donc, c'est assez spécial, c'est assez spécial de voir ça. Louis, tantôt dans la vidéo, excusez de revenir à Louis, disait une chance qu'on est assuré, ils ont fait une belle job ici et ça, mais ça veut dire qu'en fait, il y a eu une prise en charge globale, autant d'un point de vue humain, culture, organisation, gestion de risque, transfert, tout ça. Mais avant de se lancer là-dedans, Louis me disait que ça peut prendre jusqu'à 1 an. Comment tu fais pour choisir une assurance quand tu es un entrepreneur qui va répondre à ton besoin d'entreprise? Puis, sélectionner les produits, tout, c'est assez récent, ça bouge dans le marché. Ça bouge, effectivement. Ça bouge énormément. La chose, en tant que courtier, une des choses qui est importante par rapport à ça, c'est que nous, on met aussi les assureurs en compétition. Puis le point majeur que j'insiste, parce qu'on s'entend, l'assurance, c'est un peu le filet de sécurité. C'est vraiment un filet de sécurité, mais avant d'aller jusque-là, tout le volet prévention, sécurité de système, doit être mise en place. C'est pour ça, quand on parle de la proposition à compléter, c'est vraiment un checklist des meilleures pratiques et de voir un peu ce que les assureurs vont exiger pour mettre une police d'assurance en place. Puis on s'entend, on est dans un monde de technologie. Là. Puis les technologies ne sont pas là pour disparaître. Ça va rester, puis le cyber-risque, ça va toujours être présent, puis les pirates vont trouver toujours des nouvelles façons d'attaquer une entreprise. Donc, il faut vraiment y aller avec la prévention. Puis plus notre infrastructure est robuste, plus on va être en mesure d'avoir en tant que courtier des conditions plus avantageuses. Puis quand on regarde un budget d'assurance, bien, il y a des risques qu'on est capable d'assumer. Une business est capable d'assumer un 5 000, un 10 000, un 15 000, un 20 000, un 25 000, mais est-ce que cette même entreprise-là est capable d'assumer un mois d'inaction? Un mois, puis le risque réputationnel aussi associé à ça. Fait que tout ce volet-là, si on n'investit pas dans l'infrastructure, ben à partir de ce moment-là, ça va être difficile d'avoir les meilleures conditions. Puis nous, ce qu'on fait, on met justement les assureurs en compétition et on essaie d'avoir les meilleures conditions pour un prix avantageux. C'est un peu comme ça qu'on travaille. Puis, si je peux ajouter juste quelque chose sur ce que tu dis, c'est que peut-être de mettre en place des contrôles préventifs, c'est crucial. Il faut absolument qu'on le fasse, puis ça doit faire partie de ce qui est à faire.
que ce soit basé sur les normes standards ISO, comme donc les normes internationales ISO 27000, pour dire on met, voici les contrôles en place selon ISO 27000, ou on les met selon le CSA, donc le Cloud Security Alliance, parce qu'on est dans le cloud, puis on développe des produits cloud, etc., ou selon CIS, qui est le Center for Internet Security. Ils ont toute une série de contrôles qui sont standards, qui sont à mettre en place. Puis c'est les mêmes contrôles que les assureurs vont regarder aussi pour déterminer, encore une fois, jusqu'à quel niveau de risque on est pour savoir c'est quoi notre couverture. Donc, de mettre des contrôles préventifs en place avant, c'est crucial. Je voulais pas prendre de questions du public, mais là, j'en ai une bonne que je vais vous poser, messieurs. Est-ce que les fournisseurs en technologie ont le droit de se déresponsabiliser? Hein? C'est... Ben, en fait, encore une fois, puis je pense que tu en as parlé au début, on n'est pas avocat, on n'est pas là pour donner une opinion nécessairement légale, mais je ne crois pas, moi personnellement, qu'on peut se déresponsabiliser à 100%. Donc, les gens qui fournissent des services dans le cloud, etc., vont dire, ben voici les services qu'on fournit, voici les garanties qu'on a. Eux-mêmes se font auditer pour certains contrôles qu'ils ont en place, mais le contrôle des données en tant que tel, les données sont personnelles, sont à vous. Ce sont des données qui servent à l'entreprise. Puis pour ça, mais c'est la responsabilité de l'entreprise à qui appartiennent les données de les protéger. Puis c'est pas parce qu'encore une fois, on est dans le cloud ou on fait affaire avec un fournisseur de services X que nécessairement on n'a plus de responsabilité. Au même titre, le fournisseur aussi de services X ne va pas nécessairement vous défendre ou s'occuper de vous si jamais vous êtes victime. Si lui est victime et vous n'avez pas accès à votre système ou à vos données, bien à partir de ce moment-là, vous devez prendre charge également pour votre entreprise. Puis, si je peux juste ajouter un point là-dessus, je pense que quelque chose qui est négligé dans plusieurs entreprises, c'est qu'il y a plusieurs entreprises qui sont des entreprises de services. Mais en tant que fournisseur de services, vous avez un service à rendre à certains de vos clients. Qu'est-ce qui arrive si, pour un de vos clients, entre autres, vous n'êtes pas capable de rendre le service parce que si vous-même, vous êtes sous attaque? Est-ce que vous pourriez être tenu responsable de ne pas avoir livré les services pour lesquels vous êtes tenu de livrer? Puis de plus en plus, on voit les compagnies aujourd'hui faire des audits sur leurs fournisseurs. Puis on veut s'assurer que les fournisseurs font les bonnes choses, protègent les données, mais aussi vont être capables de livrer les services dans les temps et délais requis, si on veut, pour être capable de fournir nous-mêmes nos services. J'ai une question qui pourrait être... Tu sais, là, il y a des chefs d'entreprise qui sont dans la salle, puis on est quand même des chefs d'entreprise aussi au quotidien dans notre roue de chapeau. Comment on prépare un budget TI? C'est quoi un budget TI en lien avec la cybersécurité? Parce que, tu sais, si on demande aux gens de sortir déjà plus d'argent, déjà que les TI coûtent cher, les processus, la main-d'œuvre augmente, les coûts de la vie augmentent, les taux d'intérêt augmentent. Cybersécurité, il est où? Il n'y a pas de compte de grand livre budget cybersécurité dans un budget d'entrepreneur. Je serais curieux de vous entendre là-dessus. Ben, en fait, puis peut-être pour renchérir là-dessus, je pense que tu as raison. Il n'y a pas de budget ou il n'y a pas de poste nécessairement cybersécurité au niveau de la comptabilité. Par contre, ce qu'on a vu beaucoup, nous, au cours des dernières années, c'est une augmentation relativement élevée des dépenses d'un point de vue TI. Mais là, ça compte pas seulement la cybersécurité, mais toutes les dépenses d'un point de vue TI. Pourquoi? Parce qu'on veut être plus efficace, on veut livrer des services plus rapidement. La pandémie n'a pas aidé non plus dans le fait qu'on veut que les gens travaillent à partir de la maison, etc. Mais tout ça fait en sorte qu'il y a eu une forte augmentation. On est passé, je crois, de mémoire en 2012 autour de 3 du chiffre d'affaires qui était dépensé au niveau TI. Aujourd'hui, la moyenne dans l'industrie, c'est autour de 7 du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même énorme. Puis pour ça, bien, encore une fois, il faut avoir la portion protection aussi qui est inclue à l'intérieur de tout ça. La même chose que vous faites avec une voiture, par exemple. Bon point. Puis juste pour rajouter peut-être, Patrick, par rapport à ce que tu viens de mentionner, si on regarde aussi un exemple, un entrepreneur, par exemple, qui a un chiffre d'affaires de 4 et 5 millions, qui est quand même bien structuré au niveau informatique, une couverture cyber, ça peut coûter quoi, entre 3 500 et 4 500 $. Donc, quand tu regardes le coût de la police d'assurance par rapport au volume d'affaires, ben c'est pas à négliger. Puis je suis conscient qu'on veut quand même faire attention au niveau des coûts et de nos dépenses, mais c'est possible en regardant certains risques que vous êtes capable d'assumer. Donc, pourquoi on est capable d'augmenter certaines franchises, de jouer avec le programme d'assurance pour vraiment aller chercher une couverture complète par rapport à un risque qui est présent. Puis si on regarde les entreprises aujourd'hui, je regarde juste chez nous à l'interne, ben c'est moins de 5 des entreprises qui vont avoir une police cybersécurité en place. Parce qu'encore une fois,
on dit, bon, ben regarde, on n'est pas Desjardins, on n'est pas Equifax, on n'est pas le groupe Marriott, mais les technologies sont là, puis c'est un risque qui est de plus en plus présent. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui seraient capables de fonctionner sans leur service TI? C'est dur à dire. Puis, heureusement, vas-y Mathieu, excuse, ça va. Non, c'est beau. Il y a- Heureusement, dans le marché, vous êtes conscient, là, il existe des subventions, des aides gouvernementales. Aujourd'hui, je ne veux pas être le porte-parole d'Investissement Québec ou du Développement économique Canada. Par contre, il y a 2 programmes qui sont intéressants, même je dirais 3, pour les entreprises qui ont un questionnement par rapport à la cybersécurité. Il existe le programme canadien d'adoption numérique qui est subventionné jusqu'à 15 000 à 90 %. Ça veut dire, exemple, pour une facture de 16 500, vous avez le droit à 15 000 de remboursement du gouvernement. Vous devez avoir plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires. Quand je vois la liste d'invités aujourd'hui, tout le monde correspond à ce marché-là. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas un audit de sécurité. Par contre, les gens qui peuvent aller faire ce plan numérique-là ou ce plan d'adoption numérique peuvent quand même relever les bonnes questions, poser les bonnes questions, puis après se rediriger vers les bons fournisseurs dans le marché. Ensuite, si vous voulez faire un audit qui est beaucoup plus, on va dire, en lien avec la sécurité, là, vraiment de coincer dedans, il y a les programmes SR. Les programmes SR, c'est Investissement Québec qui les propose sous 4 volets. Aujourd'hui, je ne ferai pas la promotion des 4 volets. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des ingénieries préliminaires, il y a des études de faisabilité qui vous permettent de rentrer à 50 % là, pour livrer les dossiers. Fait que ça, je vous conseillerais fortement d'appeler votre conseiller régional là, d'Investissement Québec. Il est là pour vous aider, il est là pour vous diriger vers les bons programmes. Puis d'un autre côté, si jamais vous avez des questions par rapport à l'architecture, l'infrastructure, puis même prioriser la réalité de où je devrais aller numériquement parlant, où je suis présentement, c'est quoi mon niveau de maturité, bien, il existe le programme Audit 4.0 qui est aussi un volet d'essor qui permet à 50 % jusqu'à 20 000 $. Ça veut dire pour 40 000 $, vous avez 20 000 $ de subvention, mais qui permet de scoper toute la chaîne de valeur de votre organisation. Fait qu'encore une fois, on va rentrer un petit peu plus dans les infrastructures. Si jamais vous avez des questions, des besoins, vous avez des intérêts, là, n'hésitez pas à rentrer en contact avec les gens de NIT ou directement avec moi ou l'équipe qui est ici. Puis là, on va laisser les côtés subventions. De ce côté-là, ça va me faire plaisir de vous aider. Là, on ne vous enverra pas une facture pour vous rediriger. Là, on va aller dans un terme légal. Là, c'est le côté qu'on a eu beaucoup de questions avant le webinaire. C'est un côté que je maîtrise moins aussi parce que ça change beaucoup. Le 25 septembre prochain, les premières mesures de la loi 25 rentrent en vigueur. Qu'est-ce que les entreprises doivent mettre en place pour se conformer? Puis qu'est-ce qu'ils doivent retenir les gens de la loi 25? Puis tu peux me reprendre si je l'ai mal mentionné, mais on est vraiment curieux de t'entendre, Patrick. Ben, je pense que tu en as bien parlé. En fait, donc la loi 25, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la loi qui protège les données personnelles. Donc, c'est une loi qui existait déjà au Québec, qui a été amendée l'an dernier. Donc, c'était ce qu'on appelait le projet de loi 64. Donc, pour ceux qui en ont entendu parler sous cet ordre-là, donc c'est ce qu'on appelait le PL 64 ou projet de loi 64, qui vient, entre autres, donc entrer, le premier volet entre en vigueur à partir du 25 septembre de cette année. C'est pas si pire, je pense, pour la plupart des compagnies. Là. Mais oui, excuse-moi. Oui, non, c'est beau. Fait qu'effectivement, ça va rentrer en vigueur. On doit nommer un responsable des données confidentielles. Et juste au niveau assurance également, il y a déjà des assureurs qui veulent connaître cette personne responsable-là et c'est quoi le plan également de réponse aux différents incidents. Et si ça, c'est pas connu ou c'est pas fait, bien, il va y avoir des exclusions qui peuvent être mises avec différents assureurs par rapport à la responsabilité et les poursuites que l'entreprise peut recevoir. Fait que ça, c'est quand même un point majeur et important. Puis c'est important, il faut prendre ça en considération, puis il faut avoir un plan par rapport à tout ça. Exact. Puis ça, c'est requis par la loi. Puis là, il faut être conscient que la loi exige que vous nommiez un DPO, un Data Privacy Officer, donc quelqu'un qui est en charge de protéger la vie privée de toutes les données personnelles que vous avez. C'est pas des données personnelles, en fait, là. C'est tout ce qui pourrait permettre d'identifier une personne. Donc, le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email, elle rentre là-dedans. Le numéro d'assurance sociale, bien entendu, mais tout ce qui pourrait y permettre d'identifier un individu en particulier. Vous devez protéger ces données-là. Maintenant, pour cette année, comme je le dis, c'est vraiment relativement simple ce qui est à faire. Pour 2023, donc septembre 2023, c'est le volet numéro 2 qui rentre en ligne de compte. Et là, pour le volet 2, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à faire. Donc, entre autres, mettre en place des politiques, mettre en place la gouvernance au niveau des données, s'assurer que les données sont protégées, anonymisées et ou cryptées, si on veut, en temps réel.
que s'il arrive un incident, on doit avertir la CAI, donc la Commission d'accès à l'information, à l'intérieur de certains délais. Puis il y a un paquet d'autres mesures comme ça qui rentrent en ligne, en septembre 2023. Et si on ne les fait pas, les amendes sont extrêmement salées, là. Il y a 2 types d'amendes. Il y a les amendes du type administratif, puis il y a les amendes du type pénal. Donc, d'un point de vue administratif, on parle de 10 millions ou 2 du chiffre d'affaires. Puis d'un point de vue pénal, c'est 25 millions de l'achat ou 4 du chiffre d'affaires. Puis ça, c'est par infraction. Donc, ça peut être énorme. Puis je me mets dans le contexte d'une entreprise là, qui a un CRM, il y a un ERP, il y a un système de gestion de commandes, il y a un système d'expertise. Souvent, là, on s'entend, là, c'est décentralisé selon qui avait de l'ego dans l'organisation, partir un projet sans impliquer les autres. Puis là, à un moment donné, il y a le département des ventes qui s'est dissocié de la comptabilité parce qu'ils sont pas là de se suivre. Là, ce qu'on dit, ça veut dire que même si les ventes gèrent un CRM, puis là, un CRM qui gère les ventes, on s'entend, puis d'un côté, la production, exemple, ERP, le data officer, en réalité, devrait normaliser l'ensemble d'organisations puis s'assurer que tout le monde joue le rôle. Puis souvent, dans l'organisation, on se rend compte qu'il n'y a pas de responsable. Il y a un responsable TI, infrastructure, je veux dire, excusez, architecture, qui va s'occuper du backup et tout ça, mais dans la réalité des faits, les entreprises ont un gros gap là, à mettre en place. C'est énorme parce qu'un des premiers rôles du DPO, puis ça, tu en as parlé un petit peu tantôt, c'est de déterminer où sont les données. Donc, qui a le contrôle de ces données-là? Où est-ce qu'ils sont? Parce qu'il faut être capable de les retrouver n'importe quand, n'importe quel moment. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un serveur, un CRM, comme tu dis, de production, c'est bien. On peut dire, les données sont dans le CRM, sont dans la base de données. Ils ne sont pas juste là. Ils sont dans les backups, ils sont dans les serveurs connexes. Il y a peut-être quelqu'un qui en a pris une copie pour être capable de monter une base de données connexe pour faire du big data, etc. Donc, toutes ces données-là, toutes ces copies-là, il faut savoir où est-ce qu'ils sont, comment ils sont protégés présentement, qui en a le contrôle. Puis ça, c'est lourd. On n'est pas sorti du bois là, pour les PME du Québec pour la partie donnée. Puis moi, j'ai une autre question. Là. C'est quoi les bonnes pratiques pour demain matin? Je suis un entrepreneur. Là, c'est qu'est-ce que tu me dis de faire demain matin? Là, puis qu'est-ce que vous me dites de faire? Là? Moi, au début, au point de vue assurance, ce que je dis tout le temps, c'est de suivre vraiment une proposition, une application cyber. Si vous ne voulez pas la prendre, il n'y a pas de problème. Et vous êtes en mesure de voir c'est quoi les contrôles à mettre en place. Et ça, vous êtes capable de commencer à investir justement dans la sécurité de votre réseau. Puis de dire, qu'est-ce que je dois faire? Puis on s'entend, là, plus on a d'humains dans une entreprise, plus il y a des portes d'entrée. Puis toute la question sensibilisation puis formation à l'interne, c'est extrêmement important. Puis c'est même exigé aussi par différents assureurs en fonction des limites puis dans l'industrie dans laquelle vous opérez. Fait que vraiment, moi, c'est par rapport au checklist d'une application, on peut voir c'est quoi les meilleures pratiques. On fait un audit aussi de notre sécurité à l'interne. On communique avec une firme spécialisée pour tester justement notre infrastructure. Là. Tout à fait. Faire des tests d'infrastructure, regarder les bonnes pratiques, mais moi, je vous dirais probablement que la première étape, à part de nommer un DPO par rapport à la loi, etc., peut-être de faire une analyse de risque, savoir sont où vos risques. La plupart des entreprises, encore une fois, je pense qu'ils ne les connaissent pas. Puis des méthodes d'analyse de risque, ça existe. C'est compris, puis c'est souvent connu par les spécialistes de l'industrie. Puis je pense que c'est une première étape qui va permettre de déterminer quel montant d'assurance on a besoin, entre autres. Donc, l'analyse de risque, à mon avis, c'est crucial. Puis j'ai peut-être une question, Patrick, pour toi. Là. C'est toi l'expert en cybersécurité, puis tu en vois un puis un autre là, dans l'industrie. Puis tu n'es pas obligé de me dire un pourcentage, mais c'est quoi la proportion de gens qui arrivent sur le tard ou qui sont en problématique versus les gens qui sont en mode prévention, qui t'appellent en mode prévention? Mon Dieu, je ne peux pas donner de statistiques exactes, mais je dirais, mon instinct dit que c'est à peu près 95% des compagnies qui sont réactifs versus proactifs. Ah oui, c'est énorme. Puis, pour parler d'expérience aussi, là, juste dans la dernière année, on a travaillé avec 4 entreprises qui ont eu des arrêts de production pendant plus d'une semaine avec des serveurs down. Puis le plus gros défi qu'on a vu, c'est vraiment le défi humain. Là. C'est la capacité à se relever face à ça. Malheureusement, on doit se quitter aujourd'hui, messieurs. Merci d'être venus dans le studio d'Honnête et de GLM. Je suis content de vous avoir rencontrés. On aurait pu en parler pendant plusieurs heures. J'espère qu'on a réussi à vous aider, au moins dans la prévention, dans l'éducation. Comme Louis dit, il nous a remercié de partager cette expertise-là. Je crois que si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir, mais soyez en mode prévention parce que ça va augmenter, les cas vont augmenter. Vous le voyez de plus en plus dans l'actualité. Attendez pas que ça vous arrive parce que ça peut faire mal dans une année financière, même que ça peut se répertorier sur 2 états financiers. Ça touche la valeur aussi de votre organisation.
organisation. Hein. Si vous avez des mauvaises années, la juste valeur marchande de votre organisation est touchée. Donc, c'est une des pires situations. Fait que merci, Mathieu, d'être ici. Merci. On va dire merci aussi à Steve Donit d'avoir organisé, le directeur général, le webinaire. Bonne journée à tout le monde. Bye bye. Merci.